Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Je me présente, Mauro Martelli. J'ai aujourd'hui 35 ans, je suis père de famille, 3 enfants. J'ai réalisé dans ma vie 5 championnats d'Europe, invaincu, et 2 fois finaliste au championnat du monde. C'était quelque chose d'extraordinaire dans ma vie, ça m'a apporté énormément et ça m'a appris à me connaître. Je sollicite les gens et félicite aussi les gens qui veulent pratiquer ce sport, car ce sport est quelque chose de noble et ça nous apporte énormément à nous, à vous, une joie de vivre, une harmonie avec la nature, puisqu'on est en contact aussi avec la nature, et aussi une curiosité parmi la salle, où vous verrez que cette animosité est totalement absorbée par les êtres humains qui sont en relation avec ce sport physique. Je dois dire que ces 5 championnats d'Europe, ils ont été pour moi exceptionnels, tous bien sûr totalement différents les uns des autres. Et pour acquérir déjà un niveau européen, il faut savoir qu'il faut rentrer dans les 10 premiers européens. Et avoir une chance européenne, c'est aussi d'avoir des bons managers, un bon entourage, des gens qui sont sains auprès de vous et qui vous motivent à faire, et ensuite de ça aussi que vous avez les qualités pour y arriver. À ce moment-là, quand j'ai rencontré mon premier championnat d'Europe contre Alfonso Redondo le 25 juin 1987, c'était par dérogation. Je n'étais pas le challenger officiel, mais un challenger faisant partie des 10 premiers. Et par chance, nous avons pu le faire en Suisse, à Genève, et j'ai gagné. C'était mon premier championnat d'Europe contre Alfonso Redondo. Puis après est venu de la chose que, si je puis dire, le plus dur. Le plus dur restait à faire, c'était de conserver cette couronne, puisque à un certain moment donné, en jeune loup, je me suis transformé en champion, et après c'était à moi de défendre contre des jeunes loups qui voulaient tous cette ceinture. Alors nous devions remplir un contrat qui était contre Arvin Heiber, le champion d'Allemagne, qui était le challenger officiel. Et le 9 octobre 1987, nous l'avons rencontré à Morges. Arvin Heiber a été dur parce que j'ai eu 2 côtes fêlées avant le championnat d'Europe. J'ai eu 2 côtes fêlées par mon sparring partner Cliff Gilpin, qui m'avait mis à rude épreuve. Et Arvin Heiber, je me souviens de certaines anecdotes que vous pouvez la voir dans ma vie et mon histoire, réalisée par mon ami Gérald Besoni, où en fait je donnais des anecdotes sur une étiquette, sur un gant de boxe, c'était des prix qui n'étaient pas enlevés. Enfin bref, il m'a mis à rude épreuve parce qu'il était toujours sur moi, toujours constamment sur moi, et il a fallu que je me batte pour conserver ce titre. Ensuite de ça, nous avons remis la couronne en jeu le 26 décembre 1987 contre le champion de France Toiti. Jean-Marie Toiti, qui était une fausse garde. Fausse garde, c'est-à-dire qu'il est droite en avant et gauche en arrière, c'est-à-dire qu'il a toute la force sur son coup de poing gauche, tandis que nous, les boxeurs bonne garde, c'est la gauche en avant pour préparer la droite. Et à ce moment-là, vous devez tourner d'une certaine manière pour ne pas en fait prendre la droite du boxeur. Et là, c'était l'inverse, c'était pour ne pas prendre la gauche du boxeur. Et pour moi, c'était la première fois et une habitude à prendre qui était difficile pendant le match. Et il est vrai que je démarre mes combats à partir du 4e round parce que c'est une science. La boxe est une science, on ne peut pas rentrer. Il y a des adversaires bien sûr qui rentrent tête baissée et puis à toi, à moi. Mais pour moi c'était toujours, comme vous pouvez le voir je pense, essayer de sauvegarder un visage et toujours des idées plus ou moins claires. Et Jean-Marie Toiti, pour finir, j'ai pu trouver la faille qui était de toujours balancer des droites en direct. Et lui venait s'empaler sur mes droites. Et là, j'ai gagné au point. Du reste des 5 championnats d'Europe, j'ai gagné au point.
L'autre champion d'Europe, le 4 mars 1988, c'était contre Fernandez, Antoine Fernandez, qui était de nouveau une fausse garde. Mais j'avais pris un petit peu l'habitude avec Jean-Marie Toiti et des sparring partners qui m'ont servi aussi, qui étaient aussi fausses gardes. Mais par contre Antoine Fernandez, c'était quelqu'un de très robuste et un puncher terrible. Il est vrai que si vous avez vu le match, au quatrième round, j'ai pris une bonne sonneille. Une bonne sonneille, mais grâce en fait à mes facultés aussi de sortir, et de tourner, de bien respirer, j'ai pu récupérer et ensuite de ça rebasculer le match en ma faveur. Et là, c'est vrai que c'était assez proche l'un de l'autre pour le comptage des points. Et bien sûr, les juges m'ont donné vainqueur. Et mon cinquième championnat d'Europe, à Cagliari, Fisio Galci, c'était de nouveau un challenger officiel, désigné par la fédération EBU, European Boxing Union. Et là, c'était alors quelqu'un de terrible parce que c'était un champion du monde, mondialito, junior, si vous voulez. En Italie, ils ont fait un nouveau championnat du monde, créé une nouvelle association, et lui était champion du monde de cette association. Et avant de passer le championnat du monde, il a voulu prendre un champion d'Europe qui s'est dit normal de suivre son cours de rythme dans sa graduation après le championnat, avant de prendre le championnat du monde. Les championnats du monde se désignent par trois fédérations, WBA, WBC et IBF. Et là, lui, il était donc sous ce nouveau championnat du monde junior qui était la quatrième fédération, créée par les Italiens, motivé à plein bloc, en Sardaigne, avec 10 à 15 000 personnes. Imaginez un petit peu cette ambiance qui le soutenait. On m'a fait rentrer le premier avec mes amis suisses dans les huées, les huées des spectateurs. Et là, c'était quelque chose d'assez fort pour moi, parce que je me suis dit, ça va être très dur. Et s'il voudra le titre européen, il faudra vraiment qu'il mouille son maillot, si je puis dire comme ça, passer un petit peu l'expression. Parce que d'avoir un public, c'est quelque chose déjà acquis à notre cause, c'est quelque chose déjà 50-50, parce que le public nous motive à faire. Et là, c'était l'inverse. Là, alors, on était hués, sifflés. Bon, c'est normal, ça fait partie du jeu. Je me souviens qu'Efisio Gallici, il a démarré, alors, séançant déjà le premier round. Et je crois que c'était vraiment le plus dur match que j'ai pu exécuter dans ma carrière, jusqu'aux 12 rounds, où on s'est donné à toi, à moi, où on a fini vraiment en civière tous les deux après le match. On en est parti à l'hôpital. Je suis un petit peu déçu que la télévision suisse romande n'a pas filmé le match, parce qu'il aurait dû donner ce match en direct à la télévision. Mais je suis sûr que vous allez le voir prochainement sur Suisse TV, ce match fabuleux des Fisio Gallici et Mauro Martelli à Cagliari en Sardaigne, que j'ai conservé, donc mon 5e championnat d'Europe. Puis après, quand j'ai fait le vide en Europe, où là j'avais vraiment plus rien à prouver, où j'ai pris 2 challengers officiels, où j'ai remis 3 fois mon titre en jeu contre des challengers qui étaient potentiels, c'est-à-dire 5 fois champion d'Europe, invaincu en Europe. On m'avait proposé de faire un championnat du monde contre Simon Brown. Il y avait Simon Brown, Lloyd Onegan ou Georges Vaca. Ça, c'était les 3 à l'époque où j'étais classé 6e mondial de la catégorie poids welter. Et bref, je me suis dit, ok, pourquoi pas Simon Brown? De toute façon, si on doit être champion du monde, il faut tous les passer. Le problème, c'est que lui était le plus fort des 3. Lloyd Onegan demandait, je crois, le plus d'argent, 1 million de dollars. Georges Vaca, c'était aussi dans ces eaux-là. Donc, pour un promoteur aussi, il faut rentabiliser. Les télévisions suisses
ne peuvent pas assumer tout ça. Il faut aussi faire des tractations avec la BBC, des chaînes américaines, mais ça c'est en tractation avec des droits d'auteur, des droits helvéticaux où ils doivent aussi accepter de filmer. Donc c'est pour nous, enfin dans mon ressort, c'était pas mon domaine et je crois que la télévision a mis ce qu'elle pouvait mettre. 100 000 francs, 100 000 francs, c'est très peu. Simon Brown, c'était une terreur, un petit mini Tyson dans les poids welter, parce qu'il avait 26 combats, dont 22 par KO, tous gagnés. Sauf un match nul où il avait fait un match nul contre Lloyd Honeyghan, et qui n'a jamais voulu, donc Lloyd Honeyghan, lui considérer sa revanche. Simon Brown m'a donné vraiment du fil à retordre. Là, à partir du 8-9e round, je me suis dit, à un certain moment donné, dans les autres matchs, je me dis c'est bon, les gars ils sont en train de caler, je vais leur mettre des gauches, des droites à répétition, je les asphyxie. Tandis que Simon Brown était toujours là, comme un guerrier, il était toujours là, et en plus de ça, il frappait comme une mule. Alors, il fallait que je trouve des solutions. Et 9, 10e round, 11e round qui passait, je me suis dit, plus on arrive vers l'échéance, plus ça va être court dans mon physique pour essayer de le coincer, puisqu'il est toujours prêt, il est toujours là. Et à partir du 12e round, pour moi, c'était vraiment indécis. Je me suis dit, bon, il ne m'a pas réellement touché, je l'esquivais aussi, il est parti beaucoup de fois dans le vide, il ne m'a pas touché net, donc pourquoi pas essayer d'être champion du monde, d'avoir pris la victoire. Et quand on m'a donné perdant, j'ai trouvé normal, parce que j'ai pas fait le plus qu'il fallait faire pour être champion du monde. À ce moment-là, c'est vrai qu'il y a une angoisse, une déception, quelque chose qui casse en nous, dans le sens que se dire, bon, on fait ce sport, il faut aussi accepter la défaite. Pour savoir gagner, il faut savoir perdre aussi. C'était la première fois que je perdais, ce 14 octobre 1988. Et c'est vrai que la digestion était pas facile. Il était le plus fort ce soir et puis c'est un grand champion. Je veux dire, il n'y a pas de honte à s'incliner. Je veux dire, ma foi, la vie d'homme est beaucoup plus importante que la vie de sportif et je crois que ma foi, il faut accepter. Je crois que c'est déjà une victoire d'arriver au sommet du championnat du monde. Vous nous avez fait plaisir parce qu'en quelque sorte, vous avez démystifié la boxe américaine. Tout ce qu'on a dit, cette réputation, je ne dirais pas surfaite, mais un petit peu exagérée des champions du monde américains. Non, je pense pas que c'est exagéré, mais je crois qu'il faut travailler comme eux, avec des sparring partners valables, et je crois que ma foi, j'ai fait mon travail. Ce soir sur le ring, je suis un perdant, mais je crois moralement gagnant, parce que je crois pour arriver au championnat du monde, il faut vraiment avoir les tripes et puis serrer les coudes tous ensemble. Et je l'ai dit sur ce combat, tout le monde qui m'a entouré pour y arriver, parce que c'est très très dur. Et puis mon deuxième championnat du monde que j'ai fait le 13 octobre 1989, une année plus tard, j'avais rencontré encore entre deux des autres matchs que j'avais gagnés, qui me donnait droit aussi à refaire un autre championnat du monde contre Marc Breland. Marc Breland était considéré comme le meilleur amateur de tous les temps en 1984. Il avait gagné les Jeux de Los Angeles et Marc Breland, c'était c'est quelqu'un toujours de très grand. Il mesure dans les 1m80 et quelques pour un poids welter, c'est immense. Ces immenses tentacules. Et là, j'ai eu beaucoup de peine. Et dans ce sport où vous vous entraînez, non pas pour un match, mais je me suis entraîné 10 ans. 10 ans de carrière pour arriver à un championnat du monde. Et là, j'ai perdu par arrêt de l'arbitre au deuxième. Et là, c'est une grande ingratitude parce que vous vous entraînez toute une carrière pour perdre sur un coup à la pointe du menton. Là, c'est dur à avaler. C'est vraiment dur à avaler la pilule. C'est vrai que les gens étaient là plus durs avec moi. Ils n'ont pas non plus accepté le fait que je perde ce match comme ça. Mais c'est une fois de plus un grand champion d'une part qui cherche le bon moment. Moi, pour ma part, il me faut quand même 4 ou 5 rounds pour essayer de comprendre sa science du ring, sa boxe. Et malheureusement, j'ai subi le coup de grâce qui m'a amené au tapis. Je me suis relevé, j'étais aussi coupé. Et l'arbitre a dit « Ok, stop, il a bien fait parce que
ne va plus non plus à la boucherie comme jadis. Et c'est vrai que pour remonter la pente, j'ai refait des matchs à un niveau suisse, à un niveau un petit peu européen que j'ai gagné, mais plus la même chose. Et j'ai dit, ok, stop, stop parce que une fois que vous êtes tout prouvé vos limites, jusqu'où vous êtes arrivé, je crois qu'après... Et pour terminer, j'aimerais vous dire, bon, quoi de plus sur mon expérience que j'ai vécue sur ce sport qui est à mes yeux le plus beau et le plus dur, vous dire merci pour m'avoir déjà écouté, pour m'avoir soutenu, et tout mon entourage qui m'ont vraiment aidé à devenir un champion, parce que sans vous, on n'est rien. Et de plus, l'avenir, c'est maintenant la vidéo. C'est la vidéo, c'est ce que vous voyez maintenant à l'écran, c'est l'informatique sur écran, et ça c'est l'avenir. Et je vous convie à nous regarder et à venir dans notre émission. Je parraine et soutiens Officiel TV.